Faire. Sud Radio, la grande soirée électorale, Philippe David. Grande soirée électorale sur Sud Radio. Ils sont toujours avec nous. Philippe Bilger, Françoise Degois, Thierry Guerrier, Éric Revel, Romain Ben David de l'IFOP et mon cher Antoine Mazer. On va faire un point des grands gagnants et des grands perdants et il y a d'énormes surprises ce soir. Exactement, bonsoir à tous. Et parmi les grands battus, on va commencer par eux. Déjà, l'ancien ministre Christophe Castaner est battu dans sa circonscription par le candidat NUPS Léo Walter. Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand est lui battu dans le Finistère. La ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin est battue dans l'Essonne par Jérôme Gudge. La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon battue dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais. Également l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu battue par Rachel Keke. Et la députée sortante et secrétaire d'État à la mer Justine Bénin a été battue au 2e tour des législatives en Guadeloupe. Et parmi les gagnants, on a Damien Abad dans l'Ain qui remporte cette élection. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, gagnante avec plus de 60% des voix. Elisabeth Borne, la première ministre, réélue avec 52% des voix dans le Calvados. Olivier Faure, le patron du Parti socialiste, réélu dans la 11e circonscription de Seine-et-Marne. Fabien Roussel, du Parti communiste, élu dans le Nord. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, élu dans la 10e circonscription du Nord. Olivier Véran, réélu dans la première circonscription de l'Isère. Et Éric Ciotti, réélu dans les Alpes-Maritimes, Philippe. Merci beaucoup, mon cher Antoine Mazer. Une réaction, Thierry Guerrier. C'est une soirée historique. C'est une soirée du refus d'Emmanuel Macron et de ses méthodes pour gouverner, d'un certain désintérêt tout de même, parce qu'il faut rappeler ce qu'on n'a pas fait, mais il faut rappeler quand même que plus d'un Français, d'un électeur sur deux, 54%, n'ont pas été votés. C'est considérable. Et puis c'est celui de l'indécision, comme l'a souligné d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon dans sa première intervention ce soir. Eh bien, les Français ne savent plus à quel sein politique se vouer. Du coup, eh bien, ça a monté les résultats d'années de gilets jaunes, mais aussi de rejet à travers Marine Macron. Et c'est Emmanuel Macron. Pardon, Marine. Vous êtes en train d'hybrider Marine Le Pen. Je suis en train d'hybrider la scène politique Renaissance et le RN. Mais avec un RN qui devrait faire entrer jusqu'à 80 députés. Voire même presque 100 selon l'IFOP. C'est ça, presque 100 pour l'étiage haut du RN, Romain Ben David. 95, presque 100, oui. 95, donc presque 100. Éric Revel, et après on va partir en région. Quand même, Philippe, David, un mot sur le Sud où Christian Estrosi, dans la première circonscription des Alpes-Maritimes, est donc réélu. Il avait en face de lui un maire adjoint de la mairie de Nice, soutenu par Christian Estrosi. Et on sait que tous les barons anciens LR du Sud, je pense à Renaud Muselier, président de la région PACA, à Hubert Falco, maire de Toulon, et à Christian Estrosi, maire de Nice, tous sont passés du côté d'Emmanuel Macron. Donc ce serait intéressant, me semble-t-il, dès qu'on les aura, au-delà du score d'Éric Ciotti, donc réélu, de regarder comment, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône et dans les Alpes-Maritimes, se sont comportés les candidats RN et les candidats les Républicains face aux candidats macronistes, parce que là aussi, pour ces barons locaux, Falco, Estrosi et Renaud Muselier, ça peut avoir des incidences politiques fortes. Romain Ben David, comme toujours, a d'excellentes informations à nous transmettre. Oui, on a des résultats qui nous remontent de Paris. Excellente, c'est vous dont je parle, pas des résultats des élections, évidemment. Merci Philippe. Mais donc des résultats effectivement qui nous remontent de Paris, puisque les bureaux de vote fermaient à 20h, et c'est extrêmement serré, puisque Stanislas Guerini et le candidat NUPES Mariki seront à 50-50 exactement. Donc il est impossible à l'heure actuelle de déterminer qui est vainqueur. Et on sait aussi que c'est très serré pour Clément Beaune dans une autre circonscription parisienne. Ça, c'est Sandrine Rousseau, c'est ça? Mécari, je crois. Non, c'est Caroline Mécari. Philippe Bilger, une réaction et on part à 7. Moi, j'ai l'impression, on l'a dit tout à l'heure, que comme par exemple 40% de la NUP a voté pour le Rassemblement national, que les élections législatives seront beaucoup plus que ça. Au fond, il y a derrière tout ça un anti-macronisme qui a fait des ravages. Et c'est pas la peine d'insister sur le caractère totalement inédit de l'absence de majorité absolue pour un président réélu.
On a mis 2 sondages comme lors des vraies voix tous les soirs sur Sud Radio de 17h à 19h20. Le premier, l'élection législative 2022, est-ce l'échec d'Emmanuel Macron? Ça vote beaucoup dès le début, vous êtes 99% à dire oui, ce qui est un score quand même, on peut dire... Difficile de dire non. Difficile Mais de même la dire non. Macronite ce soir le dit. Hein. Oui. Et le deuxième débat, le RN a-t-il brisé le plafond de verre? Et vous êtes 82% à dire oui. Direction la ville de Georges Brassens et de Paul Valéry, direction 7. Bonsoir Mathilde Julien. Bonsoir Philippe, et oui, on est bien à 7 dans la ville de Georges Brassens, mais il faut dire que le vote n'est pas tellement anarchiste, quoique est-ce qu'on peut donner une étiquette? En tout cas, c'est le RN qui est en tête dans la circo, dans la 7e circo, et à 7, le candidat NUPES gagne mais de 12 voix d'écart, mais c'est bien Aurélien Ligori-Lopez qui l'emporte, qui va siéger à 29 ans, un très jeune député qui est actuellement l'attaché parlementaire de Jeanlin Lacapelle, donc il connaît un peu les sujets européens. Derrière, donc, c'est le candidat NUPES, Gabriel Blasco. Je suis en train de me rendre d'ailleurs à son local pour recueillir son témoignage, probablement bien déçu. Sinon, dans l'Hérault, eh bien, écoutez, Emmanuel Méhard à Béziers est réélu et il y a 3 candidats Rassemblement National qui gagnent un siège, dont Stéphanie Galzi. Et on a un candidat NUPES qui l'emporte. Mais pour le moment, tous les résultats ne sont pas connus dans l'Hérault, mais il semble bien que la vague Rassemblement National gagne du terrain. Il y avait beaucoup de députés majorité présidentielle dans l'Hérault. Dans la 7e circo, Christophe Euzet a été battu au premier tour et celui qui va prendre sa place, c'est Aurélien Ligori-Lopez. On en saura un peu plus au cours de la soirée pour les résultats dans les autres circonscriptions. Mathilde, il y avait eu d'assez fortes vagues, l'AREM il y a 5 ans, puisque de mémoire Philippe Huppé avait été élu, il a été battu dès le premier tour, et Patrick Vignal était en ballottage assez défavorable, pas très loin de 7 d'ailleurs. Tout à fait, la majorité présidentielle avait gagné beaucoup de sièges dans 7 circonscriptions, dans 6 circonscriptions. Elle est désormais va presque être absente, à voir pour Patrick Vignal qui pourrait lui bien se maintenir. En tout cas, dans la 7e circo, on passe de la majorité. Christophe Euzet battu au premier tour avec à peu près 18% et on passe au candidat Rassemblement National. Et c'est possible que ça se concrétise aussi dans d'autres circonscriptions dans ce sens, alors que la majorité présidentielle, comme vous le disiez, était bien implantée. Donc on a vraiment un changement de braquet là dans l'Hérault. Oui, juste, je réfléchissais en écoutant tous ces résultats, et notamment le fiasco pour les ministres en place d'Emmanuel Macron. Je ne vois pas du tout comment Elisabeth Borne peut rester première ministre. Ça me paraît... attendez, d'abord parce qu'elle est réélue de justesse dans le Calvados, mais ensuite parce que Emmanuel Macron, avec cet effondrement... Elle n'a jamais été élue avant. Élu, pardon. Et avec ce fiasco de la plupart des ministres de ce gouvernement, il va évidemment devoir changer ce gouvernement, et peut-être d'ailleurs faire monter des anciens LR qui ont ou été réélus ou ne se sont pas présentés. Alors parmi les anciens LR qui pourraient, on verra, mais je réfléchis tout haut, il y a Gérald Darmanin, il y a Bruno Le Maire, il y a des gens comme ça. Parce que je ne vois pas comment Elisabeth Borne peut se succéder à elle-même. On va prendre dans quelques secondes, mais on a une info de Romain Ben-David, un candidat qui a battu un ancien ministre d'Emmanuel Macron. On sera avec Léo Walter, le vainqueur de Christophe Castaner. Romain Ben-David, une info. Oui, une nouvelle information à Paris. Clément Beaune est réélu, mais de justesse. Estimation IFOP fiduciale avec 50,8% des suffrages exprimés contre Caroline Mécari de la NUPES, 49,2%, ce qui confirme en tout cas sur les 2 résultats qu'on a que c'est très serré sur Paris. Beaune, le baume de Venise ce soir sur les plaies de la Macronie. Oui. Le baume de Venise, il n'avait pas choisi la circonscription la plus facile. Françoise Degois. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, à part Clément Beaune qui risque d'être une exception, je confirme effectivement ce que dit Eric. On l'a posé déjà cette question à 20h. Elle va se poser au fil de la soirée. Une telle assemblée, on va voir, parce que ça ne fait que resserrer, remonter un peu pour NUPES, se stabiliser pour le Rassemblement National, peut-être baisser pour Ensemble. On va voir si... Mais dans les faits et dans les additions, aujourd'hui, mécaniquement, même si l'ensemble du groupe des Républicains votait avec Emmanuel Macron, il n'aurait en aucun cas la majorité absolue. On part à Fort-Calquier. Bonsoir Léo Walter. Bonsoir. Vous êtes le vainqueur de Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron. On dit, excusez-moi, Walter ou Walter ?
On dit Walter. Walter, donc j'ai bien prononcé. Tout à fait, je vous en remercie. Eh bien écoutez, vous faites quand même, on peut dire, une sacrée performance en battant un des anciens ministres, on peut dire LREM, enfin ex-PS, Canal Historique ce soir. Alors oui, effectivement, maintenant moi je pense que c'est surtout la victoire d'un projet, la victoire d'un collectif militant qui s'est battu depuis 10 mois pour porter notre programme. Je sais que le fait que Christophe Castaner nous ait été opposé dans cette élection, forcément a attiré l'attention des médias et a politisé cette élection au-delà de ce qu'elle était déjà, puisque Christophe Castaner porte un bilan politique qui parle de lui-même et que c'est un bilan que nous combattons nous depuis plusieurs années. Mais je veux voir ce soir surtout la victoire de notre collectif et de notre programme. Je serai un député de la NUPES et non pas un député anti-Castaner. Alors si j'en crois Romain Ben David, et je vais vous laisser échanger avec les vraies voix qui veulent échanger avec vous, il y a eu un report assez fort dans la circonscription de Christophe Castaner des électeurs du RN au premier tour vers Léo Walter au second ou pas? Alors on ne sait pas au niveau de la circonscription, ce qu'on sait c'est qu'au niveau national, oui. Alors qu'il y avait à peu près une centaine d'affrontements entre la NUPES et entre Ensemble et le Rassemblement. Et la NUPES. Voilà, une grande partie des électeurs de la France Insoumise qui n'étaient pas concernés par ce vote ont beaucoup voté pour le RN. On serait au niveau national à 40%. D'accord. Les vraies voix. Philippe Bilger voulait échanger avec Léo Walter, le vainqueur de Christophe Castaner. J'aurais voulu lui poser une question, mon cher Philippe. Monsieur le député, peut-être de manière anticipée, mais est-ce que lorsque vous évoquez votre projet, j'entends bien, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez battu Christophe Castaner comme d'autres de la NUP, probablement parce que le pays était parcouru d'abord par un anti-macronisme viscéral? Léo Walter. Alors vous avez sans doute en partie raison, mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi cet anti-macronisme viscéral existe. Et je veux croire que c'est parce que c'est le projet d'Emmanuel Macron, ce projet ultralibéral, ce projet autoritaire, ce projet de réduction de notre démocratie à une sorte de pyramide avec un monarque présidentiel à son sommet qui a été rejeté. Or, il se trouve que notre programme, le programme que nous portons, est l'exact inverse de ce projet-là. C'est un projet de solidarité, un projet d'avenir, un projet qui pense à nos jeunes mais aussi à nos anciens. C'est un projet qui veut renouveler la vie démocratique dans ce pays. Et à l'Assemblée nationale, si les choses se confirment, nous allons avoir enfin un retour du Parlement dans ce pays et c'est une excellente nouvelle. Françoise Degois, vous posez une question. Est-ce que au fond, on est dans une erreur stratégique totale, complète d'Emmanuel Macron et de la majorité qui est toujours relative ce soir, et de cette majorité qui a été finalement d'organiser la campagne de second tour autour d'un seul angle. Attention, les bolcheviks arrivent, et attention, ce sont les 7 piliers d'Égypte, les sauterelles et les 650% d'inflation qui arrivent. Finalement, est-ce que vous n'avez pas bénéficié de cette erreur terrible qui a consisté à stigmatiser totalement la NUPS, Mélenchon, mais dans son ensemble la gauche? Est-ce qu'au fond, ça n'a pas été un cadeau qui vous a été fait? Léo Walter. Alors je pense pas qu'on puisse parler de cadeau, hein. Je pense pas qu'il nous ait fait a posteriori, Léo, a posteriori. Oui, j'ai bien compris. Mais ils nous ont tellement peu fait de cadeaux ces 5 dernières années que j'ai du mal à entendre ce terme. Mais en fait, cette diabolisation absolue que nous vivons, je suis un militant insoumis depuis très longtemps et auparavant un militant du parti de gauche. Quand les camarades des autres partis qui nous ont rejoints dans la NUPES me parlaient de cette diabolisation, je leur disais bienvenue à la France insoumise. C'est quelque chose que nous subissons de manière absolument insupportable depuis la naissance de notre mouvement, avec une espèce d'infantilisation, de mépris et d'arrogance, et puis effectivement une caricature absolue de ce que nous proposons et de ce que nous construisons ensemble. Il se trouve effectivement qu'ils ont poussé le bouchon beaucoup trop loin, c'en est devenu absolument ridicule. Je vous remercie du portrait que vous en avez fait juste avant, Madame Degois, parce qu'il est tout à fait juste. Je pense que les électeurs, les électrices ont fini par se dire que c'était un peu gros et qu'on devait leur mentir quelque part. Vous avez quel âge, Léo Walter? Vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Voilà, parce que je dis ça parce que ce qui est assez frappant, c'est de voir aussi à quel point la coalition de gauche a fait aussi le pari d'envoyer des jeunes élus au combat, et je pense notamment au jeune Polynésien qui a été élu. Mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vous a un peu revitalisé? Léo Walter, rapidement s'il vous plaît, parce qu'on doit partir un peu partout en France.
Pas de souci. Alors en 2 mots, d'abord, je vous remercie énormément de dire que je suis jeune. Hein. Je rappelle que je viens d'avoir 50 ans. Merci pour cette gentillesse. Mais par contre, à la France Insoumise depuis le début, et contrairement à la caricature qu'ont fait de Jean-Luc Mélenchon, c'est quelque chose qui a été fait depuis le début, c'est-à-dire qu'il a toujours porté, et c'est un parti qui a toujours porté les jeunes sur le devant de la scène. On l'a vu avec nos 17 députés de cette mandature-là, on le verra encore plus dans la mandature à venir. Merci beaucoup Léo Walter, désormais député NUPS de Fort-Calquier. Et qui a fait tomber un symbole de la Macronie, un des premiers PS ralliés. Non, on part directement dans l'Essonne. Bonsoir Clément Barguin. Bonsoir Philippe. Vous êtes dans la circonscription d'Amélie de Montchalin. Nous vous écoutons. Non, de Clément Beaune. De Clément Beaune, pardon. C'est vrai que. Ouais, on est au centre de Paris. Vous êtes au centre de Paris, d'accord. Dans le centre de Paris, dans un bar à côté de Bastille. Donc les résultats sont tombés il y a quelques minutes. Ici, il y a quelques militants qui sont réunis dans ce bar. Cri de soulagement, hein, c'est très serré entre Clément Beaune et la candidate de la NUPES, Caroline Mécari. 50,8% pour Clément Beaune. Ici, l'ambiance était très tendue tout au long de la soirée. Voilà, on a vraiment pensé que ça allait être la candidate de la NUPES qui allait passer devant. Finalement, c'est Clément Beaune qui se qualifie. Il y avait un gros enjeu pour lui. Hein. Le ministre en charge des Affaires européennes aurait dû démissionner si jamais il avait échoué ce soir. Ce n'est pas le cas. Normalement, il devrait donc rester au gouvernement. Clément Beaune qui est attendu dans ce bar du 12e arrondissement. D'ici une demi-heure, il devrait prendre la parole devant les militants et ses équipes de campagne qui, ça y est, se détendent un peu et boivent un verre au comptoir de ce bar. Alors, juste une question, vous avez d'autres résultats sur Paris Intramuros? Parce que quand on regardait la carte du premier tour, c'était à l'ouest l'AREM, à l'est la NUPS. Non, pour l'instant, pour être très honnête, là on vient d'avoir les résultats il y a quelques minutes seulement. C'est vrai que les bureaux de vote ferment à 20h, donc il faut attendre un moment avant d'avoir les premières remontées. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres remontées sur Paris. Un mot, Thierry Guerrier? Il y aura en effet un enjeu, c'est de savoir si Stanislas Guerini, qui est une autre figure symbolique, puisque le patron du parti, parlementaire, l'ancienne République En Marche, est élu ou non. Vraie question. Pour l'instant, selon notre estimation, c'est 50-50. C'est vraiment très serré. Merci beaucoup Clément Barguin. On vous retrouve tout à l'heure, direction les Pyrénées-Orientales. Bonsoir Christine Bouillot. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Est-ce que c'est la même chose qu'à 7, puisqu'on avait Mathilde Julien il y a quelques minutes, une vague RN dans les PO? Oui, c'est ce qu'on dit depuis 20h15. Effectivement, c'est un problème pour le Rassemblement national et on a vu arriver il y a quelques minutes Louis Alliot entouré des 4 nouvelles députées des Pyrénées-Orientales qui sont 4 conseillères municipales qu'il a donc choisi, et c'est indéniablement pour le maire de Perpignan une victoire déjà personnelle, puisque effectivement se dessine aussi un duel à l'intérieur du Rassemblement national avec Jordan Bardella sur la ligne à suivre, et véritablement cette campagne des législatives est une victoire déjà personnelle d'avoir pu prendre comme ça les 4 circonscriptions des Pyrénées-Orientales, dont celle qui était détenue, on s'en souvient, par un certain Jean Castex, et avec aussi la vague macroniste qui avait eu lieu il y a 5 ans. Donc c'est véritablement un exploit, mais c'est aussi des écarts qui sont très importants, qu'il faut souligner, des écarts très importants entre les candidats du Rassemblement, les candidats du Rassemblement national et les autres candidats à la fois de la majorité présidentielle, mais aussi une des candidates qui était NUPES et qui a effectivement été battue. Donc pour Louis Alliot, le maire de Perpignan, nous a dit tout à l'heure, c'est une victoire aussi pour Marine Le Pen elle-même, et véritablement l'enjeu maintenant, c'est de regarder plus largement les prochaines départementales, les prochaines régionales, puisque se dessine aussi dans cette région Occitanie on va dire un bouleversement, puisque l'Aude aussi va connaître ce soir un changement radical. Cette terre de gauche, les 3 députés, désormais sont des députés du Rassemblement national. Petit horizon, Philippe, également sur l'ensemble de l'Occitanie. Dans le Gers, le seul à se maintenir et à réussir à garder son siège de député de la majorité présidentielle, c'est Jean-René Cazeneuve sur la première circonscription. Dans le Lot, c'est Aurélien Pradier, le député sortant LR, qui est largement élu devant le candidat NUPES. Et puis dans une triangulaire, dans l'autre circonscription, d'une courte avance, c'est la députée sortante de la République En Marche,
Marche, Huguette Thiénat, qui a été élu ce soir. Le Lot-et-Garonne également va connaître là aussi un changement. On voit que sur la façade ouest maintenant, le Rassemblement national aussi commence à gagner du terrain, puisque ce soir sur 3 circonscriptions, il en gagne 2. 2 circonscriptions, la deuxième et la troisième. Une était en triangulaire et lui a été favorable. En Tarn-et-Garonne, là aussi, c'est une surprise, enfin une demi-surprise, je dirais, puisque dans le Tarn-et-Garonne, on le voit aussi, le RN continue de progresser, mais là, c'est désormais une confirmation avec une députée dans la deuxième circonscription, Marine Hamlet, qui est élue ce soir. L'autre circonscription est enlevée par la députée socialiste NUPES Valérie Rabault. On passe au Tarn également. Là aussi, le RN s'installe avec victoire dans la première circonscription. Dans la deuxième, c'est la candidate NUPES qui est élue dans une triangulaire et la majorité présidentielle, Jean Terlier, qui l'emporte. Alors la deuxième circonscription, c'est Christiane Verdier-Jougla, la députée macroniste sortante, qui a été battue d'une courte tête. Et puis enfin l'Ariège, si vous le permettez. En Ariège, donc c'est le député, la députée de la première circonscription, LFI NUPES, qui l'emporte ce soir. Mais dans la deuxième circonscription, ce qui est intéressant, c'est que le candidat LFI, Michel Larive, le député sortant LFI NUPES, a été battu par le dissident qui était soutenu par Carole Delga. Voilà pour, on va dire, la carte postale de l'Occitanie ex-Midi-Pyrénées. Mais je peux vous dire qu'ici, effectivement, le Rassemblement national est véritablement le faiseur de roi ce soir, avec des dossiers et avec des dossiers qu'ils veulent défendre, nous ont-ils dit aussi ici. Mais c'est aussi une nouvelle aventure parce que les 4 candidates qui ont été élues ce soir ici à la faveur donc de ces élections, les 4 candidates sont novices en politique, elles sont simplement conseillères municipales, elles n'ont aucun autre mandat électoral à ce jour. Merci beaucoup Christine Bouillot, qu'on retrouvera, elle est en direct des Pyrénées-Orientales. Bonsoir Sylvain Maillard. Bonsoir à vous. Vous êtes député LaREM de Paris et la première question des vraies voix, réélue ce soir, j'allais le dire, et la première question qu'on pose sur Twitter, sur Sud Radio, c'est élection législative 2022, est-ce l'échec d'Emmanuel Macron? 98% des auditeurs disent oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec les auditeurs de Sud Radio? Je vais pas vous mentir et vous dire que c'est un bon résultat. On est évidemment... bon, déjà, on remarque qu'on est évidemment le groupe... majoritaire, mais évidemment pas loin de la majorité absolue, et donc c'est évidemment une déception pour nous. Il va falloir au-delà de ça, d'abord attendre l'ensemble des résultats, et puis d'analyser comment ça va se passer pour la suite, parce qu'évidemment on est dans une situation inédite, avec un président qui a été réélu, mais une majorité qui n'est pas absolue, et donc il va devoir se composer dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Une question, Françoise Degois. Bonsoir Sylvain Maillard. Est-ce qu'en l'état actuel des choses, vous faites de la politique, vous voyez à peu près la physionomie de l'Assemblée avec ces blocs assez importants, à peu près 200 élus pour la gauche, vous entre 210 et 240, vous êtes très loin de la majorité absolue, les Républicains. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'il va gouverner ? C'est pas comment il va gouverner, est-ce que ce soir, vous pensez qu'Elisabeth Borne peut être encore la première ministre demain pour tenir ce type, cette Assemblée-là, où il va falloir être très politique et vraiment faire plus que du consensus, de la politique. Sylvain Maillard. Bon, Françoise Degois, vous savez bien que j'ai beaucoup d'affection pour vous, mais je ne suis souvent jamais d'accord, même d'ailleurs pas souvent, tout le temps, jamais d'accord avec vous, mais là-dessus, je crois que c'est un peu tôt. On va d'abord. Ah non, c'est ça la vraie question, c'est celle-là, Sylvain Maillard. Oui, c'est une vraie question. Je suis d'accord avec vous, mais c'est un peu tôt. Il est 21h23 pour moi de pouvoir vous répondre là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir réfléchir d'abord de connaître l'ensemble des élus. Toutes les villes n'ont pas encore donné les résultats au complet, et puis ensuite d'analyser ce que nous pouvons faire, comment construire une majorité à l'avenir. Pour le moment, c'est un peu tôt. Je vous dis, je fais pas de langue de bois, François. Je fais pas de langue de bois. Pour le moment, il est trop tôt pour vous dire comment on constituera une majorité et dans les conditions dans lesquelles elle se passe. D'ailleurs, je note qu'on nous disait toujours que le scrutin majoritaire empêchait justement l'expression de l'ensemble des voix dans l'Assemblée. C'est pas le cas. C'est clair. Ça a été longtemps le cas. Oui, Thierry Guerrier, ensuite Éric Revel et Philippe Bilger. Non, je pense qu'il faut vous reposer d'une autre manière, Sylvain Maillard, la question que vient de poser Françoise Degois. Que peut faire le président de la République? Et à vous entendre, on a l'impression que finalement, il n'y a rien à changer.
changer. C'est-à-dire que vous ne pensez pas qu'il faut faire vite et qu'il faut, par exemple, en effet, changer de Premier ministre, changer le secrétaire général de l'Élysée, par exemple, changer la méthode Macron qui était au fond de faire de la technocratie ensemble plutôt que de la politique. Est-ce que là, il ne faut pas lire la carte politique et une fois que c'est fait, prendre des décisions qui soient politiques et nommer des politiques comme Éric Revel le suggérait il y a quelques instants sur Sud Radio, par exemple. La France s'étant déportée à droite, y compris dans l'Assemblée, semble-t-il, pour l'instant, vu les premiers résultats, est-ce que c'est pas plutôt de ce côté-là qu'il va falloir aller chercher une femme ou un homme Premier ministre demain? Sylvain Maillard. Non mais les questions que vous posez sont intéressantes, Thierry Guerrier. Moi je trouve que ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes. Mais c'est vos questions qui nous intéressent. Vos réponses, pardon, vos réponses. Il est 21h24. Ça va, on a gagné une minute depuis tout à l'heure. Non, il est 25 maintenant. Et je vais pas rester, je suppose, en ligne. Non mais vous n'êtes pas le président, mais quand même, vous faites de la politique. C'est sans précédent ce qui vient de se passer. D'ailleurs, la réélection d'un président de la République sans cohabitation, c'est sans précédent non plus. Oui, mais bon, attendez, Sylvain Maillard. La situation est inédite et sur laquelle il faudra avoir une réponse qui est tout à fait à construire. Donc je vous le redis, pardon, il est encore un peu tôt. Vous avez eu la gentillesse de dire que j'étais réélu. Honnêtement, pour le moment, évidemment, les premiers résultats sont favorables, mais je n'ai pas encore moi-même le résultat définitif. Donc on attend, on est tous dans l'attente. Après, je suis pas forcément inquiet, mais on est tous dans l'attente. Donc on va, et vous avez raison, dans la nuit réfléchir à comment on s'organise. Je pense que vous avez posé des questions qui sont intéressantes et tout à fait audibles, mais je n'ai pas la réponse à cette heure-ci. Je n'ai pas forcément d'avis tant qu'on n'a pas, nous, la cartographie complète. Parce qu'évidemment, ça change tout. Si on s'allie, si on cherche une alliance avec un groupe qui nous donne pas une alliance fiable et numéraire suffisante. Donc attendons les résultats et ensuite, évidemment, on en tirera toutes les conséquences et le président de la République, évidemment. Éric Revel. Oui, on le voit avec cette claque pour le parti présidentiel. Le macronisme, au-delà d'être de la communication, parfois quelques réformes, c'est surtout, à mon sens, avec les résultats, pas définitifs, mais quasiment définitifs des projections de ce soir, c'est surtout la réinstallation du clivage classique droite-gauche. La gauche a réussi son unité avec ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le macronisme, en fait, est un mouvement, est un courant politique qui va encore survivre quelques mois, quelques années, et qui ne risque pas de disparaître, en fait, assez rapidement? Mais vous savez quoi, je vous invite, Éric Revel, dans quelques heures ou quelques jours, voir comment évolue la NUPES. Moi, je vous fais le pari que c'est d'une... non, mais vous ne posez pas une question sur la NUPES, vous posez une question sur l'ensemble, et qui est une espèce de constellation hétéroclite également, avec des ambitions personnelles fortes à l'intérieur. Non, mais qui est on a été élu sur un projet qui est très clair, que le président de la République a porté, que l'on a porté pendant la législative. Moi, je vous invite, vous verrez la NUPES, si ça peut fonctionner ensemble. Moi, je vous fais le pari que ça ne fonctionnera pas ensemble. Enfin, c'est pas le sujet de la NUPES ce soir. Elle a gagné son pari, vous êtes dans les choux, donc parlez-nous de vous. Attendez, laissez-le répondre. On me pose une question en disant le bloc de gauche est reconstitué, c'est une victoire pour eux, c'est une victoire électorale. Je suis d'accord, mais vous verrez que dans l'exercice ensuite à l'Assemblée nationale, je vous fais pareil que ça n'existera pas longtemps. Donc voilà, attendons de voir. C'est pour ça qu'il est un peu tôt pour nous pour prendre des décisions définitives tant qu'on n'a pas non seulement les élus et les groupes constitués. Parce qu'à l'intérieur des groupes, je vous assure que des socialistes élus avec l'étiquette NUPES en off, une partie d'entre eux nous disent il est hors de question qu'on cohabite avec Jean-Luc Mélenchon. Donc on verra ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Une dernière question, Thierry Guerrier, on part à Perpignan. Tout de même, Sylvain Maillard, est-ce que ce soir vous ne vous sentez pas responsable de l'entrée au Parlement, à l'Assemblée nationale, de 80 députés RN à peu près? Je sais pas, quand je vous écoute, vous voulez tous avoir la proportionnelle et que la proportionnelle c'est merveilleux. La proportionnelle, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment, l'ensemble des courants politiques de la France sont représentés à l'Assemblée nationale. On peut pas vouloir l'un et pas accepter les conséquences de l'autre. Si on fait si on décide qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, l'ensemble des courants exprimés, et Marine Le Pen existe en France, et soit largement représentés, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc on peut pas d'un seul coup passer son temps à dire il faut de la proportionnelle, et quand des conséquences qui ressemblent à la proportionnelle arrivent, dire finalement il y en a trop des députés. Bon, à un moment, il faut être très clair. Merci beaucoup Sylvain Maillard, député LAREM de Paris. La proportionnelle, le Rassemblement national aurait eu 200 députés, monsieur. Et justement, on part à Perpignan. Bonsoir Louis Alliot.
Bonsoir. Maire de Perpignan, et Christine Bouillot nous l'a appris il y a quelques minutes, vous faites le grand chelem dans les Pyrénées-Orientales et un petit chelem, on va dire, dans l'Aude, dans des terres qui étaient, notamment l'Aude, historiquement à gauche. Exactement. Petit à petit, nos idées, elles avançaient depuis, on le voit depuis 6-7 ans. Et aujourd'hui, je pense que le Parti Socialiste et les LR sur ces territoires-là sont en train de disparaître au profit tout simplement d'une nouvelle classe politique, parce qu'on est beaucoup de nouveaux ce soir sont élus, hein, et beaucoup de femmes aussi, ce qui est quand même à noter. En tout cas, dans les Pyrénées-Orientales, j'avais présenté 4 femmes, 4 élus. Philippe Bilger. Ravi, monsieur le député, est-ce que c'est Ah non, il est maire de Perpignan, a priori. Non, il est pas député. Ah oui, vous voyez, je vous donnais un poste supplémentaire. mais pardon pour cette méprise. Mais je voulais vous demander, est-ce que le Front républicain n'a pas volé en éclats, pour une fois, et de manière évidemment très claire, sans équivoque, à cause d'un antimacronisme viscéral dans le pays ? Oui, non, mais vous savez, il paie aussi une certaine pratique de la politique, une certaine esthétique de la politique qui plaisait pas à tout le monde, ça c'est certain. Et on a vu à la présidentielle le fait qu'il soit sauvé par l'électorat de M. Mélenchon, mais dans des élections plus locales comme les législatives, on a vu que beaucoup d'électeurs n'étaient pas du tout aptes à aller voter pour un candidat En Marche quand il était opposé à un candidat du Rassemblement national. Et on a vu aussi, parce que ça a été le cas ici, les candidats NUPES contre nous, eh bien, finalement, l'électorat de M. Macron ou l'électorat de droite n'est pas allé non plus voter pour ces candidats-là. Je pense que on est en train d'assister à une forme de recomposition politique, mais ça se fait par la base, par les urnes, et pas par des accords d'état-major. Éric Revel, vous posez une question, Louis Alliot. Oui, Louis Alliot, bonsoir. Deux questions, si vous le permettez. La première, le grand chelem que vous réalisez apparemment dans vos fiefs vous donneront peut-être un avantage pour davantage peser au Rassemblement national. Est-ce que vous en êtes conscient? Et deuxième question, la gauche a marqué que l'union faisait la force. Est-ce qu'un jour, le Rassemblement national, sur des bases un peu plus normalisées, pourrait avoir la même vocation avec la droite républicaine? Louis Alliot. Oui, je pense que de toute façon on a toujours eu, nous, la politique de la main tendue. Vous savez, moi j'ai fait une liste composite aux élections municipales où il y avait sur ma liste des gens de DLR, il y avait des gens de diverses formations et même des gens qui n'avaient jamais fait de politique. Ça on peut le faire. Mais on ne peut pas, si vous voulez, faire des accords quand on ne partage pas un certain nombre d'idées ou qu'on a passé son temps à critiquer ou à insulter les personnes en question. Oui, l'autre. Et ça, c'est ce qui est le plus dérangeant dans l'alliance de gauche ce soir. Quand je les vois s'allier les uns les autres pour tout simplement se faire élire demain, ils siégeront à l'Assemblée dans des groupes différents. Ils ne voteront pas les mêmes choses. Et donc les électeurs qui se sont portés sur cette étiquette, en fait, eh bien, on sait pas, ils ne savent pas pour qui ils ont voté. Parce que pour le nucléaire, vous verrez qu'ils se diviseront. Pour les forces armées, le budget de l'armée, ils se diviseront. Pour voilà. Et donc ça, c'est l'exemple type. Mais parlez-moi de la droite nationale et la droite républicaine. Oui, mais vous serez candidat du RN ? C'est pour vous dire que c'est le genre d'accord que nous ne voulons pas. Ces petits arrangements, quand on ne partage pas le fond des idées, il ne faut pas en faire. Maintenant, je pense qu'il faut être respectueux de ses adversaires. Il ne faut jamais faire preuve ni d'arrogance, ni d'immodestie, parce que malheureusement, c'est ce à quoi nous avons eu affaire à la présidentielle. Et respecter ses adversaires, respecter ses amis aussi, ça peut servir à l'occasion. Et tout est possible et tout sera possible pour la vie. Vous-même, Louis Alliot, vous serez retour en force au Rassemblement national. J'ai pas entendu votre réponse, pardonnez-moi. Écoutez, et c'était la question de Thierry Guerrier. Avez-vous être candidat à la présidence du RN? Écoutez, nous n'en sommes pas là, car ce soir, pour tout vous dire, moi, j'ai bien réfléchi à la question. Je ne sais pas et je pense pas que Marine doit partir maintenant. Voilà, je vous le dis comme je le sais. Sa victoire à elle. Elle a fait une excellente présidentielle. Les députés sièges sont ses députés. Elle en sera la présidente de groupe. Rien ne presse, puisque dans tous les cas, le futur président du Front National sera le candidat à la présidentielle. Donc on est quand même loin de cette échéance. Et je pense qu'il nous faut à la tête du parti
parti quelqu'un de solide et Marine est cette personne. C'est elle qui a donné cette ligne qui nous fait gagner aujourd'hui et je pense qu'il faut continuer. Merci beaucoup Louis Alliot, maire de Perpignan. On fait une très courte pause et après on va retrouver une autre élue députée RN, Edwige Diaz. C'est pas à l'autre bout de la France mais à l'autre bout du Sud puisque c'est dans la Gironde. Restez bien avec nous pour cette soirée électorale spéciale sur Sud Radio. Sud Radio, la grande soirée électorale. Philippe David. Soirée électorale spéciale sur Sud Radio jusqu'à 23h avec Philippe Bilger, Françoise Degois. C'est un petit côté vraie voix. Tiens, Éric Revel aussi. Ça a vraiment un côté vraie voix. Thierry Guerrier, qu'on n'a pas encore eu le plaisir d'avoir et d'entendre dans les vraies voix, par contre, mais qu'on retrouve comme éditorialiste sur Sud Radio. Et Romain Ben David de l'IFOP. Alors, je donne quelques infos. C'est extrêmement serré pour Clément Beaune face à Caroline Mécari. Laurent Jacobelli est élu député RN en Moselle. Gabriel Attal est réélu dans les Hauts-de-Seine. Et pour le RN, Julien Audoul, Philippe Ballard et Sébastien Chenu sont élus ou réélus. Un mot. Philippe Ballard, un confrère d'Éric Dovel et votre serviteur à la création d'LCI il y a quelques années, qui a fait toute sa carrière de journaliste à LCI, qui est devenu candidat puis élu donc député du Rassemblement National. Clément Beaune, vous disiez c'est très serré, mais le résultat c'est qu'il a été élu. Ah oui, non, c'est pas ça se resserre. C'est pas terminé, ça se resserre, c'est pas fini. C'est ça l'info ce soir. Si on peut arriver à rassembler cette soirée électorale, on a une majorité en très grande difficulté, qui n'est plus du tout une majorité absolue, une toute petite majorité relative. Si on regarde les fourchettes, on est entre 210 et 240 pour ensemble. On a l'entrée en force, bien sûr, de la gauche. On a surtout, et ça c'est le fait politique quand même, le Rassemblement National qui, pour la première fois, passe devant les Républicains, si on en croit les projections. Alors, on va prendre tout de suite Edwige Diaz. Bonsoir Edwige Diaz. Bonsoir. Vous venez d'être élu député dans la Gironde. Alors avant de vous donner la parole, on va avoir un aperçu avec le Romain Ben David sur la Nouvelle-Aquitaine, l'évolution politique de la Nouvelle-Aquitaine. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux élections précédentes, le RN progresse énormément en Nouvelle-Aquitaine. C'était aussi le cas dans le centre et on le verra aussi dans les DOM. Ce sont des zones c'est même plus des zones de conquête, c'est des zones de progression énormes au-delà de ces bastions traditionnels dont on a parlé dans le nord et dans le sud-est. Comment expliquer justement, Edwige Diaz, cette progression en Nouvelle-Aquitaine qui n'était pas franchement une région forte du RN ? En fait, c'est une région qui était un peu passée sous les radars des observateurs politiques, mais depuis que Marine Le Pen a été élue présidente du Rassemblement National, elle avait décidé de mettre le paquet sur l'implantation locale. Et donc, c'est ce que nous avons fait, nous, les cadres des fédérations départementales. Et pour vous donner un exemple, en 2020, nous avions présenté en Gironde 25 listes aux élections municipales. Donc déjà, c'était historique. Et l'année dernière, au moment des élections régionales, le Rassemblement National est devenu la première force d'opposition à la gauche. Donc en fait, c'est une progression constante qui s'est concrétisée aujourd'hui par l'élection de plusieurs députés, vraisemblablement 6 à ma connaissance, c'est-à-dire nous étions qualifiés dans 17 circonscriptions, vraisemblablement nous passons 6 députés, alors qu'en 2017, nous étions qualifiés dans seulement 3 circonscriptions et n'avions obtenu aucun député. Philippe Bilger, vous vous posez une question et ça ne se refuse pas. Madame la députée, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que vous avez eu droit récemment à un beau portrait dans un journal, qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, le Rassemblement National a franchi une étape décisive alors qu'on prétendait, le président lui-même, lutter contre l'extrémisme de droite? Qu'est-ce qui a fait que tout ça s'est effondré? Il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a eu notre travail sur le terrain. Vous savez, je suis conseillère municipale et régionale. Et quand les citoyens ont un problème, ils savent qu'ils peuvent nous trouver, ils savent où nous trouver. Et ils savent qu'on fait notre maximum pour régler leurs problèmes. Et puis après, je pense que les caricatures, ça ne marche plus. Vous savez, moi, j'ai tout entendu dans ma circonscription. Les associations n'allaient plus avoir de subventions. Il allait s'abattre une pluie de sauterelles sur la circonscription. Et même, elle aurait été rayée de la carte. Donc ça ne marche plus. Et puis les gens sont des gens responsables. Ils ont vu ce que ça a donné la droite au pouvoir, ils ont vu ce que ça a donné la gauche au pouvoir, ils ont vu ce que ça a donné Macron au pouvoir. Et donc ils ont envie d'essayer autre chose. Ils ont bien fait, nous serons à la hauteur de leurs attentes. Merci beaucoup Edwige Diaz. On donne une info qui tombe à l'instant. A priori, Clément Beaune serait battu, finalement, mais c'est par l'avocate Caroline Mécari qui est avocate. Ce qu'on peut dire, c'est que compte tenu du fait que l'écart des voix visiblement est très infime, faible, il faut attendre. Quelle que soit la personne élue, cette élection précise va donner l'objet d'une contestation. C'est à peu près. Je vous pose une question à tous. Philippe Bilger, Éric Revel, Thierry Guerrier. Oui, donc je vais vous poser la question à tous.
Et si Question de Emmanuel confiance. Macron dissolvait, puisqu'il n'a pas de majorité, histoire de dire c'est moi ou le chaos, La question, est-ce que la question ce serait que vous jouable posez, politiquement la question que vous posez, c'est celle de la capacité à gouverner du président et à la lecture qu'il faut faire de façon totalement nouvelle aujourd'hui, ce soir, des institutions au regard de ce qui vient de se passer. Il y a la lettre et l'esprit des institutions. La lettre, c'est que le président, a priori, la Constitution le dit, est maître maintenant du jeu, avec la majorité qu'il aura ce soir tard dans la nuit, il doit regarder et il doit choisir ceux qui arrivent en tête. Bon, l'esprit, c'est quand même que, même si François Mitterrand a eu une majorité relative en 1988, pourtant, il n'était pas totalement désavoué, si vous voulez. Et puis surtout, avec les cohabitations qu'il avait acceptées, la première en 86, il avait ouvert l'idée, contrairement à ce que disait le général de Gaulle, le président désavoué dans les urnes ensuite, de façon législative par exemple, pouvait rester. Certes, mais là, on est dans une situation totalement nouvelle. Et donc le président pourrait, pour répondre à votre question, dissoudre, pourrait demain nommer une ou un Premier ministre qui soit issu des rangs de sa majorité, peut-être En Marche, mais très à droite, par exemple, en effet, un Bruno Le Maire, etc. Et il pourrait aussi décider de démissionner lui-même. C'est tout à fait envisageable. Mais il ne pourrait pas se représenter dans ces cas-là. Bien sûr. Moi, mais je enfin, voudrais répondre à cette question. voilà, on peut tout envisager, on peut tout dire constitutionnellement, parce que sur le papier. Non, mais sur le papier, on peut tout dire. Il a le droit de tout faire, et c'est vrai qu'on a le droit de tout dire. La réalité, si vous voulez, c'est qu'on ne voit pas politiquement, après un tel désaveu, comment instruit par, en plus de ça, instruit par l'exemple de Jacques Chirac, évidemment en 97, on ne voit pas comment Emmanuel Macron prendrait un risque encore plus grand de dissoudre. Ça ferait tellement manœuvre et tellement grossier que il perdrait. Encore plus dans les grandes largeurs. Donc il ne fera pas ça, on le sait très bien. Il ne démissionnera pas parce que Emmanuel Macron, ça n'est pas le général de Gaulle, pas du tout. En tout cas, ni dans un sens ni dans l'autre. Je ne vois pas du tout Emmanuel Macron lâcher l'affaire. Dans ce qui va se passer, ce qui va être intéressant, c'est de voir quel est le profil. Est-ce qu'il conserve Elisabeth Borne? S'il conserve Elisabeth Borne, il envoie un message au pays qui s'est révélé le pays réel d'une certaine manière, même si j'aime pas trop cette expression parce qu'on a fait un peu pipi dessus. Je déteste les gens qui l'ont employé, mais la réalité, si vous voulez, des trois blocs, ce soir, on la voit. On l'a dit pour la présidentielle. Ils se sont exprimés au premier tour. Au second tour, les blocs ont été contraints. Donc là, vous avez le bloc de gauche, le bloc de droite et d'extrême droite et le bloc macronien libéral. Donc, avec cette réalité-là, est-ce qu'il conserve Elisabeth Borne et il considère que là, ce qu'il envoie, je ne vois pas comment il peut la garder. Je ne vois pas comment il peut la garder. Si vous voulez, mais avec on a bien compris le point de la garder. Soit, comment dirais-je, il change complètement de fusil d'épaule. Éric Revel et après Philippe Bilger. Éric Revel, la dissolution, ce serait pas jouer moi ou le chaos. Le pays n'est plus gouvernable, donnez-moi une majorité. Ce serait pas jouer moi ou le chaos, mais je crois à les dissolutions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Emmanuel Macron doit mettre en place des réformes qui sont nécessaires au pays. En tout cas, une majorité le pense, je crois. On traverse une crise économique, je le rappelle, forte, sévère. On traverse sans doute une crise sanitaire, peut-être de nouveau. Il y a la guerre aussi. Et une crise militaire. Or, le pays, il va devoir bouger, il va devoir se réformer. Donc, au nom des réformes que le président de la République, sur lesquelles il s'est fait réélire quand même si on l'a oublié, il a été réélu, je vois pas comment, enfin, c'est un argument frontal et fort, c'est de dire, moi j'ai été réélu pour faire passer des réformes, au bout de 3 mois, ces pseudo-majorités à l'Assemblée nationale ne me satisfont pas. Dans 6 mois, donc, vous voulez dire? Dans 6 mois, si vous voulez, donc je dissous l'Assemblée nationale pour faire passer ces réformes, avec le risque un majeur... délai alors d'existence de la majorité actuelle. Mais avec le risque majeur, évidemment, de se retrouver dans une situation à la 97 à la Chirac, sauf que Jacques Chirac avait dû dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'à l'époque, la France n'était pas dans les critères de Maastricht, et comme il fallait faire des réformes qui étaient impopulaires, ensuite il avait préféré d'abord dissoudre en espérant avoir une majorité qui lui permettait de faire des réformes. Et en même temps, il l'avait déjà et on a vu la suite. On a vu la suite. Philippe Bilger, vous y croyez, vous, à l'arme de la dissolution? Non, je n'y crois pas, de la même manière que je n'imagine pas un seul instant Emmanuel Macron démissionner avant l'heure ou partir, non. Je me demande si nous ne sommes pas en train de vendre d'une certaine manière la peau du macronisme de manière précipitée. Ce qu'on sait, c'est que le président déteste se voir imposer par une réalité quoi que ce soit. Deuxième élément, je suis persuadé
qu'il peut tirer de son imagination politique quelque chose qui pourra nous surprendre. Donc je me garderai bien de donner des conseils et de faire des pronostics. Je suis persuadé... J'aime la manière euphémisée de Philippe Bilger, toujours de dire de son imagination. C'est-à-dire que vous êtes persuadé qu'il y a une forme de torsion et de perversion, machiavélisme, mais là... il va trouver quelque chose. Moi, je pense que vous lui prêtez beaucoup trop de qualité en cette soirée, mon cher Philippe Bilger. Romain Ben David. Oui, Philippe Bilger. Non, je saurais continuer trop longtemps. Romain Ben David. Alors pour équilibrer sans participer au débat, mais vous pouvez. Hein. Ce qui serait difficile pour envisager une dissolution, c'est la dynamique catastrophique que connaît la majorité présidentielle. On peut dire que, pour résumer, il y a eu une abstention même de campagne du côté de la majorité présidentielle, et ils en payent les frais aujourd'hui. Et Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse de dépolitiser depuis 5 ans la politique, se retrouve avec une assemblée extrêmement politisée, avec une opposition forte et radicale. La réactivation du clivage. Voilà, et il dépend en plus de poids lourds de sa majorité, ne l'oublions pas, le MoDem et Horizon d'Édouard Philippe, qui vont évidemment se faire entendre. Donc il est dans une situation qui est très compliquée. À court terme, vu sa dynamique, ça me paraît compliqué de dissoudre. En revanche, face à une telle opposition, y compris en interne, ça peut s'envisager à moyen terme. Françoise de Gaulle. Je rejoins elle part après. Je suis obligé, comme vous allez vous glater. Je suis ce que vous dites, Romain, c'est évident. Ce que vous dites est très juste. Il y a une règle en politique qui s'appelle la force va à la force. Ce soir, on peut tourner autour du pot, le faire plus génial qu'il n'est. Le roi est nu ce soir. Emmanuel Macron est nu. Voilà. Et j'ai pas dit NUPES, j'ai dit il est nu. Non, mais la réalité, elle est là. Et vous avez les appétits qui vont s'aiguiser pour 2027 parce que tout est ouvert. Il y a évidemment François Bayrou. Quand vous avez le chef qui est affaibli à ce point parce que on a touché en plus les figures qui le symbolisent, c'est Ferrand, c'est Castaner, là c'est directement le signal envoyé à Emmanuel Macron en personne. Eh bien, on prend le temps de réfléchir et je ne crois pas une minute ni à une dissolution. Je pense que là, il est coincé, il va devoir poser un acte politique fort qui commencera, j'en suis certaine, par un changement de Premier ministre. S'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il n'a rien compris à ce message ou qu'il refuse d'entendre le message de ce pays en se disant je vais quand même encore arriver à bricoler, finasser, finauder pour finalement arriver à une cata générale à l'Assemblée, car il n'arrivera à rien comme ça. Thierry Guerrier. Je dirais les choses autrement parce que Françoise de Watt, c'est carré, c'est violent, c'est la force à la force. C'est direct. Mais voilà. Direct, moi je crois, Philippe, que le président de la République, à l'instar de ce qu'a dit un peu Philippe Bilger finalement, est assez subtil. Il est très politique depuis le début, même s'il a dépolitisé en effet. Romain David a raison. Oui. Il est très subtil et il va peut-être en effet nous inventer quelque chose à partir de ce qu'il peut faire, à partir de la Constitution et du droit. Attention. Et à partir qu'est-ce qu'il pourrait inventer, par exemple il peut très bien tenter ce que Éric Revel a laissé entendre, de nommer en fonction de l'équilibre politique de Bruno Le Maire, par exemple, ce soir, par exemple. Et puis finalement, si dans quelques mois, on n'arrive pas à faire passer, la majorité n'arrive pas à faire passer les textes dans quelques 6 à 8 mois, il peut en effet vouloir dissoudre et même menacer à la clé de s'en aller lui-même aussi, ce que d'autres ont fait et ce que lui-même, rappelez-vous, il y a quelques mois, a laissé entendre comme une possibilité. On a dit que Philippe Bilger, qu'est-ce qui peut sortir de son chapeau ? Non, mais par exemple, le président nous avait annoncé lors de l'investiture qu'il allait mettre en œuvre une nouvelle manière de présider, qu'il allait inventer quelque chose de totalement nouveau. Et à l'évidence, il ne le faisait pas. Il n'était pas sur ce chemin. Je me demande si la situation de crise qu'il va devoir vivre et assumer ne va pas le conduire à inventer justement quelque chose qu'il ne s'apprêtait pas à faire. Un mot, il y a un nouveau résultat qui tombe à l'instant. Oui, Stanislas Guerini, on l'a vu étant un des symboles, puisque le patron du parti d'Emmanuel Macron est élu avec 51,3%. Attention, parce que plusieurs chefs le donnent battu. Selon notre estimation IFOP fiduciale, il est élu. D'autres instituts le donnent. Donc on a la même situation que Clément Beaune. Il n'y a pas la ligne droite de Longchamp, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est que sur des estimations pour l'instant. Malgré toute la subtilité d'Emmanuel Macron, on ne sait pas encore. Éric Revel, que peut-il sortir constitutionnellement de son chapeau, Emmanuel Macron, vu les circonstances? Écoutez, vous croyez en la dissolution? Oui, pas tout de suite, mais c'est possible à terme. Non, ce qui est le plus compliqué quand même pour Emmanuel Macron ce soir,
c'est Jupiter quand même qui revient sur Terre. Oui. C'est-à-dire que l'exercice du pouvoir auquel le président de la République nous a habitués, c'est un exercice extrêmement solitaire, extrêmement dominateur. On n'est pas du tout dans la démocratie participative de qui vous savez, je pense à Ségolène Royal. Donc là, après sa réélection, sinon étriquée en tout cas, qui s'est faite un peu en l'absence d'autres candidats que les Français auraient jugés crédibles, il prend une claque majeure. C'est-à-dire que son ego prend une claque majeure. Alors, devant quelqu'un qui prend une telle claque politique, il y a deux solutions. Ou bien il se raidit un peu plus et il n'en tient pas compte. Après tout, il ne sera pas rééligible dans 5 ans, dans 4 ans. Mais il y a un pays qui est sous tension en termes sociaux, en termes économiques, en termes d'insécurité. Prendrait-il le risque de ne pas écouter le résultat de ces élections, de se raidir, d'être encore plus jupitérien ou pas? Mais s'il avoue sa défaite et que son ego est obligé d'être ravalé, je ne vois pas ce qu'il peut sortir de magique pour lui, en tout cas, du chapeau. Alors je voudrais vous poser une question par rapport à 2 déclarations qu'il y a eu. Françoise Degois a dû nous laisser. Je cite Jean-François Copé. Depuis des semaines, je répète qu'un pacte de gouvernement est vital entre Macron et LR afin de lutter contre la montée des extrêmes. L'extrême gauche comme l'extrême droite sont des dangers absolus pour la France. Ils incarnent l'un et l'autre violence, tension et sectarisme. Chacun est maintenant placé devant ses responsabilités à la sortie de ce désastre électoral pour le président de la République. Sécurité, dépenses publiques, laïcité, réforme de l'État. Il appartient aujourd'hui à la droite républicaine de sauver le pays. Réponse de Christian Jacob. Nous sommes dans l'opposition, nous resterons dans l'opposition. Est-ce que ça sent pas l'implosion chez LR dans l'attitude à avoir, vu la situation, Thierry Garrier? D'abord, ça donne. D'abord, il faut bien dire les choses. Avec toute l'amitié qu'on pourrait avoir, si j'ose dire, entre concitoyens, entre Jean-François Copé et l'observateur que je suis, c'est clairement de la part de Jean-François Copé un appel du pied pour dire je suis candidat pour rentrer au gouvernement. Bon, maintenant, au-delà de ça, l'analyse. Il est très minoritaire. Voilà, l'analyse, c'est que je pense que Philippe Bilger a raison, il est très minoritaire, mais nous sommes dans un contexte qui a changé depuis il y a 24 heures. Le contexte en question, c'est que les LR peuvent en partie faire le roi, ou en tout cas lui donner une partie de son sceptre dans la suite des jours qui viennent pour la constitution d'un gouvernement qui serait sur une ligne forcément un peu plus à droite. Et à cet égard, je pense qu'il faut, car ce sont des femmes et des hommes politiques plutôt rompus à ce genre d'exercice, ce genre de jeu, il va y avoir, alors que dans la Constitution de la Ve République, on fait les coalitions avant l'élection, et bien là, peut-être qu'on va faire une coalition après le résultat. Ce serait pas impossible, ça pourrait être une des innovations, quoi qu'on en dise, d'Emmanuel Macron, même si elle n'est pas très jolie, mais ce sera peut-être efficace pour gouverner. Philippe Bilger, Copé et Jacob, tous les deux LR, tous les deux de Seine-et-Marne, mais pas franchement sur la même ligne. Oui, mais alors, les Républicains sont plutôt majoritairement sur la ligne de Christian Jacob. Et vous croyez pas que ça va changer ? Je ne crois pas. Au fond, est-ce que l'idée que les Républicains peuvent servir d'appoint à Emmanuel Macron, comme le souhaiterait Jean-François Copé, est-ce que c'est très logique au moment où précisément... Mon cher Philippe, pardonnez-moi. Mon cher Thierry, si vous me permettez, mon raisonnement sera bref. Notre ami de Gouet est parti. Donc je la remplace, c'est ça que vous me dites. Voilà. Non. Est-ce que au moment où le macronisme a révélé ses limites plus que cela, c'est pas le moment où ils vont aider. Mais en même temps, Thierry, je me demande si tactiquement, dans la mesure où le macronisme est en position de faiblesse, ils ne pourraient pas vendre chèrement leur soutien, c'est-à-dire en exigeant un nouveau logiciel, pas seulement des postes ministériels ou Matignon. Voilà ce à quoi je pensais, c'est exactement ça, c'est-à-dire une capacité à vendre cher, comme vous dites, leur poste, c'est-à-dire peut-être obtenir Matignon, la ligne principale du gouvernement, et finalement leur donner le risque de devoir gouverner avec une majorité compliquée. Éric Revel, c'est pas franchement la même ligne chez LR. Hein. Non, moi je crois pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que les députés LR qui ont sauvé leur peau, alors on verra combien ils sont, s'ils sont 50 ou 60, ils sont pas du tout prêts, je pense, à franchir le Rubicon. Parce que précisément, ils ont sauvé leur peau dans une situation extrêmement difficile. Et j'ajoute aussi, parce qu'ils constatent
que le macronisme, c'est fragile, c'est friable, ça existe un peu sur le papier, mais ça n'existe pas vraiment dans les territoires. Il n'y a pas de politiques vraiment qui sont incrustées dans des circonscriptions des territoires. Donc moi, je pense au contraire que les LR qui vont rester à l'Assemblée nationale sont conscients de la force qu'ils représentent, non pas en termes de nombre de députés, mais en termes de charnière entre précisément des majorités de circonstances sur des projets de loi qui pourraient les intéresser. Et puis j'ajoute, voilà, Jean-François Copé, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un qui a quand même plutôt loupé ces dernières années le développement de sa carrière professionnelle. Aurais-je la cruauté de lui rappeler qu'il a fait 0,3% à la primaire de l'UMP, que son combat face à François Fillon, quoi qu'on en pense, pour la présidence de l'UMP, a été mortifère pour beaucoup de militants et pour l'appareil lui-même. Donc je pense plutôt que Jean-François Copé, il parle un peu en son nom. Alors j'irai pas jusqu'à imaginer que déjà il a négocié ou qu'il est sur le point de négocier quelque chose avec Emmanuel Macron, mais ça peut ressembler à quelque chose comme ça. Et puis pardon, quand j'entends Jean-François Copé, il a le droit, qui repousse du même revers de main l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais vous vous souvenez des déclarations de Jean-François Copé qui avait fait hérisser, pour ceux qui ont des cheveux, les cheveux sur la tête, les pains au chocolat, où on lui avait reproché justement d'être quasiment passé au Front National. Et c'est le même Jean-François Copé qui aujourd'hui donnerait des leçons à ses anciens camarades de LR. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que celui qui risque de prendre la présidence des Républicains, c'est sans doute Laurent Wauquiez. C'est sans doute Laurent Wauquiez, même s'il n'en a pas trop envie, d'après ce que je comprends. Mais Laurent Wauquiez, il incarne pas du tout une idéologie, un positionnement politique centriste chez les LR. Non. Il incarne, et d'ailleurs Valérie Pécresse l'avait viré de la présidence du parti parce qu'il incarnait une position trop à droite. Donc en fait, je pense plutôt que Jean-François Copé, c'est un franc-tireur. Je pense. Christian Jacob va passer la main. Là aussi, il faut un peu de temps pour voir qui va prendre le gouvernail du parti Les Républicains avant de faire des plans sur la comète. Thierry Guerrier. Oui, et moi je voudrais au fond interroger ou relancer mes deux camarades, Philippe Bilger et Éric Revel, parce que tout à l'heure, Éric Revel nous parlait du retour du parlementarisme. Alors, en 58, j'étais pas né, donc j'ai pas connu, je suis né un an après, donc j'ai pas connu la 4e République. Mais tout de même, le parlementarisme qu'évoque Éric Revel, c'est une capacité à faire évoluer les majorités et les coalitions selon les nécessités politiques. Qu'est-ce qu'on entend ce soir ? Et donc je voudrais interpeller mes deux camarades en leur disant, mais est-ce que vous ne raisonnez pas comme il y a 24 heures ? Mais est-ce que tout n'a pas basculé ? Est-ce que là, on ne va pas dans l'invention peut-être, alors c'est un raisonnement libre, cher Philippe, mais finalement inventer une nouvelle capacité à s'entendre au sein de l'Assemblée nationale, et finalement si demain Emmanuel Macron voulait maintenir, pour faire la démonstration qu'il n'arrivera pas à gouverner, par exemple, et dissoudre dans 6 ou 8 mois, ou au contraire pour faire passer quelques réformes essentielles sur lesquelles il sait que les députés républicains sont sur sa ligne, est-ce qu'on n'est pas à la veille d'une nouvelle façon de gouverner dans la 5e ? Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, oui, Philippe Bilger et Romain Ben David. Mais Thierry, ça n'est pas ce que vous venez de dire est très pertinent, mais ça n'est pas forcément contradictoire avec ce qu'a dit Éric au début de l'émission. Tout ce qui est sûr, en tout cas, c'est que une certaine logique parlementariste va reprendre ses droits. Alors nous sommes d'accord là-dessus tous les trois. Elle peut avoir une tonalité positive ou non, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la certitude, c'est que la présidence royale va devoir mettre de l'eau démocratique dans son eau. Ça, c'est clair. Romain Ben David. Ou dans son vin. Sur la nouvelle gouvernance. Juste pour dire rapidement d'un point de vue électoral, je ne pense pas aujourd'hui que l'électorat LR soit très favorable, je parle de l'électorat, à participer au gouvernement d'Emmanuel Macron. Rappelons quand même qu'Emmanuel Macron a siphonné jusqu'au bout tout ce qu'il a pu de l'électorat LR, et ce qu'il en reste aujourd'hui n'est pas justement, il n'a pas été conquis par les promesses ou la campagne d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc il y aura une très forte déception, alors que LR semble relever la tête aujourd'hui de son électorat à ce qui est pour l'instant une coalition de gouvernement. On fait une pause de 30 secondes avant de vous donner la parole, Éric Revel, parce qu'on doit la faire. Parfait. Il faut bien vivre.